Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous sommes intéressés au comportement dynamique des éléments de base, tels que l'ordre 1, l'ordre 2, etc. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à la notion de performance, performance des systèmes bouclés. Donc, pour ce faire, on va retenir trois critères standards, que sont la précision, la rapidité et la stabilité. Alors, intéressons-nous dans un premier temps à la précision. Mais avant, je vais décrire le modèle qu'on va retenir. Donc ici, un schéma bloc avec une entrée, une sortie, une chaîne directe constituée de deux blocs, un bloc orange de fonction de transfert G et un bloc vert de fonction de transfert H. Ces fonctions de transfert peuvent être d'ordre quelconque. Un retour, donc une chaîne de retour unitaire. En sortie du comparateur, je retrouve l'écart. La précision de notre système eh bien, va dépendre en fait de la valeur de l'écart en régime permanent. Si l'écart tend vers 0, s'il est nul en régime permanent, eh bien, on dira que le système est précis. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous verrons comment on peut diminuer cet écart pour améliorer la précision, voire annuler l'écart pour rendre le système précis. Alors, la problématique peut être abordée sans perturbation, mais on peut aussi prendre en compte ici, en cliquant sur l'onglet avec perturbation, on peut prendre en compte la perturbation et voir l'impact de cette perturbation sur la sortie. Alors, prenons un exemple. Donc ici, j'ai pris deux fonctions de transfert du premier ordre, de gain unitaire, de constante de temps unitaire. Le système, je peux le solliciter par un indice, donc un échelon d'amplitude unitaire, ou bien une rampe de pente unitaire. Donc si je trace les résultats, donc j'affiche deux courbes. La première dans la partie supérieure qui trace l'écart en fonction du temps, et la seconde qui va nous donner la réponse indicielle de la fonction de transfert en boucle fermée. Alors, on s'aperçoit que l'écart ici tend vers 0,5 en régime permanent. Le système n'est pas précis. Alors effectivement, on aurait pu le voir directement sur la fonction de transfert en boucle fermée. Si je la mets sous forme canonique, eh bien le gain de cette fonction de transfert est égal à 1,5. Donc la valeur asymptotique sera égale à 1,5 fois l'amplitude de l'échelon d'entrée, c'est-à-dire 1. Et donc on va bien tendre vers 0,5. Si bien que l'écart entre la valeur asymptotique et puis la consigne, donc la valeur attendue, est bien de 0,5. Alors maintenant, l'écart, lorsque on veut l'exprimer d'un point de vue mathématique, eh bien on peut l'exprimer en fonction de la fonction de transfert en boucle ouverte. Et ça, c'est un élément important de l'analyse des systèmes linéaires, c'est que, en tout cas en termes de performance, on pourra raisonner sur la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc cet écart, il peut être exprimé en fonction de la fonction de transfert en boucle ouverte. On retient ça. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais augmenter le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, je vais multiplier un des gains, par exemple, ici par 10. Et donc, le gain de la fonction de transfert G sera égal à 10. Et je trace. Donc là, on s'aperçoit que le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte a augmenté et vaut 10. Et si on regarde les résultats, on s'aperçoit que l'écart a considérablement diminué, puisque initialement on était à 0,5 et là on est passé à 0,1. Et donc là on se rapproche tranquillement de la consigne. Si je multiplie à nouveau par 10, donc là mon gain sera égal à 100, je trace, donc là le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte vaut 100. Donc là j'ai augmenté le gain, donc j'ai plus d'oscillations, et là on tend vers 0. L'écart diminue, 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 puis là on tend vers la consigne. Donc on a rendu le système presque précis. L'écart n'est pas tout à fait nul. Voilà. Alors pour le rendre précis, mon système, bien, je vais regarder les résultats que j'ai synthétisés dans ce tableau-là. Donc la première colonne reprend la nature de l'entrée, donc indice ou rampe. La deuxième colonne, eh bien, l'écart associé. Donc si je sollicite mon système par un indice, l'écart en sortie du comparateur, ça sera appelé écart de position. Si c'est une rampe, on l'appellera écart de traînage. Ici, j'ai une ligne qui fait apparaître la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire le nombre d'intégrations
qu'on va retrouver dans cette fonction de transfert en boucle ouverte. Donc classe 0, classe 1 et classe 2. Et puis donc les résultats de l'écart statique en fonction de l'excitation. Donc si j'ai une fonction de transfert de classe 0 et que je soumets mon système à un échelon, eh bien l'écart vaut 1 sur 1 plus le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. 1 sur 1 plus le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour que l'écart soit nul, bah, il faut que j'ai une fonction de transfert en boucle ouverte de classe 1. Alors on va vérifier ces résultats, donc on revient ici. Et je vais introduire donc une intégration, par exemple ici, hop, en mettant un 0, je trace. Voilà. Si je regarde la fonction de transfert en boucle ouverte, je peux mettre au dénominateur S en facteur. Donc on a bien une fonction de transfert en boucle ouverte de classe 1. 100 sur S facteur de S plus 1. Je vais diminuer le gain parce que là on a pas mal d'oscillations. Je vais remettre un gain unitaire. Hop, je trace. Voilà. Donc on s'aperçoit que l'écart du coup tend vers 0 et que mon système tend vers la consigne, tend vers 1. Donc là, on a rendu le système précis en introduisant donc une intégration dans la chaîne directe ici, donc en augmentant la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte. Maintenant, on peut regarder si, en présence d'une perturbation, le système reste précis. Donc je clique sur l'onglet avec perturbation. Je vais considérer une perturbation de type échelon unitaire et je trace. Donc on a conservé les fonctions de transfert, je trace. Donc là, deux résultats, j'ai en haut la réponse indicielle de la fonction de transfert du système suiveur et en bas du système régulateur. Alors c'est la réponse du bas qui va m'intéresser. Et donc on s'aperçoit qu'en régime permanent, eh bien je tends vers 1. C'est-à-dire qu'en fait, là, la perturbation ne va pas être rajoutée, ne va pas être rejetée, pardon. Effectivement, en vertu du principe de superposition, la sortie sera ici bien impactée par la perturbation. Par contre, si j'intervertis les deux fonctions de transfert, c'est-à-dire que là, je vais introduire donc une intégration, je vais mettre un 0, puis là, je vais remplacer le 0 par un 1, et je trace. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la réponse indicielle du système régulateur. Et là, on s'aperçoit qu'en régime permanent, eh bien, on va tendre vers 0, c'est-à-dire qu'on a rejeté la perturbation, puisque, en vertu du principe de superposition, eh bien, je ne rajoute plus rien à la sortie. Donc là, la perturbation a été rejetée. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour s'affranchir ou rejeter la perturbation, eh bien, et que le système reste précis, il faut que l'intégration soit en amont de la perturbation. Donc ça, c'est un résultat classique. Enfin, voilà. Donc on peut faire, en fonction des objectifs de chacun, on peut faire des analyses autour de tout ça. Alors, deuxième volet maintenant, la rapidité. La rapidité, même chose. Donc là, on retrouve le modèle dont on veut analyser la rapidité, les fonctions de transfert G et H. L'application nous renvoie la fonction de transfert en boucle fermée et la fonction de transfert en boucle ouverte. Maintenant, concernant la fonction de transfert en boucle fermée, on va retenir deux critères de rapidité, le temps de montée et le temps de réponse à 5%. Donc le temps de montée qui est pris entre 10 et 90% de la valeur asymptotique, et le temps de réponse à 5%, donc qui correspond au temps à partir duquel la réponse va osciller dans une bande à plus ou moins 5% de la valeur asymptotique. Concernant la fonction de transfert en boucle ouverte, eh bien là, on va retenir la pulsation de coupure. Cet élément donc, va nous informer sur la rapidité de notre système. En fait, la pulsation de coupure va caractériser la bande passante donc en boucle ouverte de notre système, et on va mettre en évidence que plus la bande passante est grande et plus le système sera rapide.
Alors ça, on peut le montrer par calcul en écrivant que le module de la fonction de transfert en boucle ouverte euh, euh, doit valoir 1 pour une certaine pulsation, qui est la pulsation de coupure. On identifie comme ça la pulsation de coupure. Et on met en évidence que cette pulsation de coupure dépend, pour un premier ordre par exemple, du gain et dépend de sa constante de temps. Donc si la constante de temps est figée et qu'on fait varier le gain, eh bien en augmentant le gain, on va augmenter la bande passante et donc la rapidité du système. Alors on peut le vérifier assez facilement, hein. Donc là j'ai pris pour G un gain unitaire et pour H une fonction de transfert d'ordre 2. Je trace. Donc on a dans la partie supérieure la réponse indicielle de la fonction de transfert en boucle fermée et dans la partie inférieure le diagramme de Bode. Je retrouve donc le temps de montée, le temps de réponse à 5%, la pulsation de coupure concernant la fonction de transfert en boucle ouverte. Si je augmente le gain, je multiplie le gain par 10, on s'aperçoit que la pulsation de coupure a augmenté, que le temps de montée a diminué. Par contre, le temps de réponse à 5% ici n'a pas diminué, il a augmenté. Alors en fait, le temps de réponse à 5% pour des réponses pseudo-périodiques, hein, comme celle-ci, n'est pas forcément un critère de rapidité, puisque du fait de la présence des oscillations, ici, on va rentrer beaucoup plus tard dans la bande plus ou moins 5% de la valeur asymptotique. Donc le critère le plus approprié ici, ce sera le temps de montée. Voilà, si je remultiplie par 10 le gain, on s'aperçoit que, là encore, on a augmenté la bande passante du système, la pulsation de coupure a été augmentée, et on a diminué le temps de montée. Même chose, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le temps de réponse à 5%, lui, par contre, a augmenté. Voilà. Donc là, on peut faire un petit travail là-dessus. Mettre en relation le temps de réponse de notre système en boucle fermée avec la bande passante, la pulsation de coupure de notre fonction de transfert en boucle ouverte. Je rappelle que la fonction de transfert en boucle ouverte est importante dans l'analyse des performances des systèmes linéaires, puisque finalement tout va se jouer autour de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors tout ça, on va retrouver cette histoire de fonction de transfert en boucle ouverte dans le dernier onglet, donc la stabilité. Donc je clique sur cet onglet. Alors, on va dans un premier temps travailler sur la stabilité, les différents critères de stabilité. Donc là, j'ai saisi une fonction de transfert du troisième ordre, donc de gain unitaire. Ici, le polynôme caractéristique de ma fonction de transfert, avec les 4 coefficients qui sont tous égaux, ici, et qui valent 1. Donc, là, si je trace ma fonction, la réponse donc indicielle, par exemple, de mon système, on s'aperçoit que là, j'ai un mode périodique, c'est-à-dire qu'en fait, mon système, il est à la limite de la stabilité. Si je change un signe, par exemple, on s'aperçoit que le système est instable. Si je remplace un coefficient ici par un 0, je trace, même chose, on s'aperçoit que le système est instable. Et donc, ce qui m'amène à quelques éléments de cours qui concernent, par exemple, le critère de route. Donc, si un des coefficients est nul, le système est instable. Si tous les coefficients sont différents de 0, il suffit qu'ils ne soient pas tous de même signe pour conclure à l'instabilité, ce qu'on vient de mettre en évidence. On peut aussi raisonner sur les pôles, et donc vous avez ici la carte des pôles. Donc là, par exemple, on a un système qui est instable, on avait un coefficient nul, on a un système qui est instable, et on s'aperçoit que vous avez une paire de pôles ici à partie réelle positive. Donc
peux travailler sur les pôles, hein. Par exemple, je peux. Alors, si on analyse les pôles, hein, les résultats sont donnés là. Hein, vous avez ici donc la paire de pôles à partie réelle positive, hein, qui apparaît. Je vais remettre un 1. Et puis ici, peut-être baisser ça, donc 0, 1. On va pouvoir avoir quelque chose de plus sympathique. Voilà. Alors, donc là, on s'aperçoit que le système est stable, hein, il n'y a pas de souci. On s'aperçoit que les pôles sont tous à partie réelle négative, et donc le système est stable. Maintenant, si j'ai un pôle nul, donc je peux par exemple travailler avec ce module-là, c'est-à-dire je saisis les pôles de la fonction de transfert. Donc, par exemple, bah, le moins 1 qui est là, je vais le remplacer par 0. Je trace. Voilà. Donc, je vais retrouver sur la carte des pôles bah, le pôle nul ici, et on s'aperçoit qu'on a un mode intégrateur, hein, donc la réponse va diverger, la réponse indicielle va diverger, notre système va être instable, hein, au sens de la définition qu'on donne de la stabilité en automatique, à savoir qu'à une entrée bornée, que le système soit stable, la sortie doit être bornée. Bon, ici, ça diverge, donc le système est instable. Euh, Même chose, si j'ai des pôles, par exemple, imaginaire pur. Donc, je vais enlever le moins 1, donc on va mettre par exemple plus i moins i. Voilà, je trace. Ah, pardon. Tac, il y avait un moins là. Tac. Et là, je trace. Voilà. Alors, si je vais aller faire un zoom ici, voilà. Pardon, ouais, paf, voilà. Donc j'ai une réponse indicielle qui est périodique. D'accord. Donc là, on a un mode périodique. Ce qu'on retrouve, hein, du fait de la position des pôles ici, qui se situe sur l'axe des imaginaires. Hein. Voilà. Donc par rapport à la stabilité, on peut analyser le dénominateur de la fonction de transfert et puis retrouver bah, les différents critères. Donc on a vu critères de route, hein, mais par rapport à la carte des pôles, donc un système est stable si les pôles de sa fonction de transfert sont à partie réelle négative. Si parmi les pôles, certains sont imaginaires purs, le système est à la limite de la stabilité. On a un mode périodique, hein, ce qu'on vient de voir. Et si parmi les pôles, il en existe un nul, hein, le système est instable, c'est le mode intégrateur, la réponse indicielle va diverger. Voilà. Maintenant, notre système, si on reprend le modèle qu'on a pris dans le cadre de la précision et de la rapidité, donc qui présente une boucle, hein, système bouclé, on peut analyser la stabilité à partir de l'analyse de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors, on va définir, hop, je vais tracer ici, donc la fonction de transfert G de S, ici c'est un gain unitaire, et H, c'est un élément du troisième ordre, tout simplement. Et je trace la réponse indicielle de la fonction de transfert en boucle fermée, ainsi que le diagramme de Bode, et attention, de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc là, je vais relever les marges de gain et les marges de phase. Donc j'ai une marge de gain de 19 décibels. Là, je m'aperçois par exemple que mon système, il n'est pas précis. Donc l'idée, pour le rendre précis, ça va être d'augmenter le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors, le fait d'augmenter le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte va translater la courbe d'amplitude au niveau diagramme de Bode de la FTBO vers le haut. Et donc, on va augmenter, hein, bien sûr,
la bande passante de la fonction de transfert en boucle ouverte, et donc on va augmenter aussi la rapidité de notre système. Donc on va pouvoir jouer sur la précision et la rapidité. Alors je vais augmenter le gain, je vais passer de 1 à 10 par exemple. Et donc là je trace, et là je m'aperçois que mon gain il est trop fort puisque j'ai rendu le système instable. Et donc du coup, on est passé au-delà du point critique. Alors l'idée, c'est peut-être d'essayer d'évaluer quel est le gain maximal que je peux mettre en place tout en restant stable. Donc je reviens au gain unitaire. Et puis je vais regarder pour ça les marges pour ce gain-là. Et donc en particulier la marge de gain. Et donc l'idée, ça va être de translater ma courbe vers le haut de 19 dB. Donc 19 dB, si je fais le calcul, on doit avoir 20 log d'un coefficient correcteur qui est égal à 19 dB. Donc log du coefficient qui sera égal à 19 sur 20. Donc le coefficient qui sera égal à 10 puissance 19 sur 20. Bon, et ça doit faire 9. Donc si je multiplie par 9, le gain de ma fonction de transfert que je trace, je m'aperçois que je suis à la limite de la stabilité. Si je fais un zoom, on voit que voilà, quelque chose de périodique. Maintenant, si je passe à 9,1, voilà, j'ai rendu le système instable. Donc je ne pourrais pas aller au-delà de 9. Sinon, je passe le point critique. Donc voilà par rapport à la stabilité entre la boucle fermée et la boucle ouverte. Donc pour travailler sur la stabilité en boucle fermée, eh bien, on va analyser la fonction de transfert en boucle ouverte et donc travailler sur les marges de stabilité, marge de gain, marge de phase. Bon. Et retrouver donc les différentes définitions concernant marge de gain, marge de phase, différents critères, etc. Donc voilà pour les performances. Donc dans la prochaine vidéo, maintenant qu'on vient de parler de performance, on va parler de correction. Donc le but de la correction, ce sera d'améliorer les performances. Donc là, on a vu en jouant sur les gains qu'on pouvait améliorer la précision, la rapidité, mais au détriment de la stabilité. Donc peut-être qu'on peut mettre en place des éléments un petit peu plus sophistiqués que des gains proportionnels, donc des correcteurs proportionnels. Donc on traitera de la correction et en particulier de 3 types de correcteurs, donc le correcteur proportionnel, le correcteur proportionnel intégral et le correcteur à avance de phase.